Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes au cœur de la mêlée, au cœur du rugby, sur la radio du rugby. On est avec toute l'équipe Sud Radio. C'est un week-end particulier, c'est un week-end de Champions Cup, de Challenge Cup, les deux compétitions, on ne peut plus dire européennes, mais les deux grandes compétitions qui regroupent les clubs sud-africains et européens. Et puis on a aussi évidemment la Pro D2 qui nous anime chaque vendredi soir, c'est le meilleur championnat du monde. Bonsoir Quentin Cabanis. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce week-end riche en rugby encore une fois. Et on a hâte là, de plonger en plein dedans avec quelques matchs quand même très sympas au niveau de la Pro D2 notamment. T'as prévu quoi pour ces 26 degrés demain en Seine-et-Marne, Quentin Cabanis? Ah bah moi je vais en slip, directement. Je veux dire, c'est l'été, faut en profiter. En tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que le téléphone de Rémi André marchait mieux quand il annonçait les orages que quand il annonce du beau temps. Ça en dit long sur le personnage. J'étais à deux doigts de faire la météo. Bonsoir Quentin Cabanis. Bah bonsoir du coup. Ah mais oui, oui, bonsoir. C'était déjà moi. Je suis fatigué, moi, ça commence. Bonsoir Antoine Mazère. Non mais c'est Antoine, je sais pas pourquoi, j'ai vu Antoine Mazère. J'ai voulu dire Antoine Mazère et j'ai vu la tête de Quentin Cabanis. Non mais il se rapproche. J'imagine que c'est un compliment mutuel, non, que je peux vous faire, Antoine Mazère. Il arrive. Ah oui, il arrive. c'est mutuel. Oui, sûrement. En tout cas, surtout pour lui. Je vois pas trop de ressemblance encore avec Quentin Cabanis, surtout sur la shape, le niveau physique, l'endurance que peut avoir Quentin, peut-être sur d'autres aspects physiques également, mais je ne me suis pas encore comparé à l'excellent Quentin Cabanis. Non, on parle juste de vos cheveux. Clément Combe, bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir à toutes et à tous. Il est chevelu, oui. Il est bon. Clément Combe est le tenant du titre du Qui je suis. Et il y aura ce soir en haut de l'affiche de la Champions Cup. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, énormément de choses qui vont se passer ce soir. Bonsoir Philippe Spanghero. Salut messieurs. Comment ça va Philippe? En grande forme. En très grande forme, et ça c'est une bonne nouvelle. Tout à l'heure à 20h15 on parlera de ces finales de Pro D2 qui sont annoncées à Toulouse jusqu'en 2027. On en parlera avec Franck Bello dans ta chronique Philippe. Pourquoi ce choix-là? Quel a été le processus? Y avait-il plein de candidats pour accueillir la finale de Pro D2? Pourquoi on va aligner plusieurs fois dans la même ville ce choix-là? Est-ce que ça récompense aussi le modèle économique du Stade Toulousain et de la ville de Toulouse? On en parlera tout à l'heure à 20h15. Avant ça, on va parler évidemment dans quelques minutes de Biarritz avec les news de Quentin Cabanis. Mais avant toute chose, bonsoir Mathias Merlot. Salut Alex, salut tout le monde. Moi aussi j'ai du soleil, il fait très chaud à Aix-en-Provence, mais ça c'est habituel dans le sud. Ah, ça va être brûlant ce soir. Aix-en-Provence, Montauban, coup d'envoi 19h30. Pas du tout les mêmes ambitions, mais un match avec deux équipes qui jouent beaucoup, qui jouent gros ce soir parce que Aix est pour l'instant hors du top 2. Vous savez, dans le top 2, on attend directement les équipes en demi-finale. Montauban, par contre, joue sa survie. Mathias. Exactement, c'est le choc des extrêmes, on peut l'appeler comme ça. Alex et les Provençaux, clairement, l'objectif top 2, ils se sont promis à Barcelone lors de leur stage, lors de la trêve dernièrement en Pro D2. Et pour Montauban, avec le calendrier qui arrive, ils seraient bien inspirés, les Montalbanais, de faire un coup ici, puisqu'après il y aura les réceptions notamment de Nevers, Vannes et Mont-de-Marsan, que des prétendants au top 6. Il va y avoir plusieurs cols à gravir pour les Montalbanais et ça commence dès ce soir à Maurice David. Merci beaucoup Mathias, à tout à l'heure, coup d'envoi 19h30 de cette rencontre au cœur du multiplex avec notamment Rouen-Béziers, Soyons-Angoulême, Vannes, Biarritz-Aurillac, Valence-Romand, Mont-de-Marsan et puis ce soir à 21h en direct du Pré-Fleury avec Julien Vert, Nevers face à Grenoble. Quentin Cabanis, les infos cette semaine avec évidemment, je le disais en préambule, la vente annoncée du Biarritz Olympique. Exactement, c'est parti pour une nouvelle page OBO. La reprise du Biarritz Olympique a été officialisée aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Aguilera. Sean Egarty, Flip van der Merwe et Marc Bagé vont devenir les nouveaux patrons du club basque. Le retour du rugby à 7, Alexandre, après le sacre à Los Angeles. Les Bleus du 7 sont de retour aux affaires à Hong Kong. Les Français ont battu le Canada 31-0 et l'Australie 19-14. Le prochain match pour les hommes, ce sera demain matin à 7h43 contre les Fidji. Les filles ont également bien débuté. Victoire face au Brésil 28-17 avant de battre la Grande-Bretagne 34-7. Prochain match demain matin très tôt, 6h57, ce sera contre les Néo-Zélandaises. Toujours en 7, la LNR a annoncé le lancement du tournoi de l'In Extenso Super 7 féminin pour cette édition 2024-2025. Un tournoi en 2 étapes, des qualifs fin août et les finales le 1er février 2025. Du changement à venir du côté de Pau, Alexandre, avec une
une recherche qui pourrait être comblée déjà, puisque le deuxième ligne, Thomas Jolmes, libéré par l'UBB, devrait venir au club de la section paloise pour remplacer Sam Whitelock qui partira à la retraite à l'issue de la saison. Toulouse va investir dans le stade. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, a annoncé que la municipalité de la Ville Rose allait soutenir le projet d'agrandissement du stade Ernest Vallon. Un soutien à hauteur de 20 millions d'euros est annoncé. Et puis on termine avec une nouvelle concernant le tournoi des 6 Nations. C'est l'Italien Tommaso Manoncello qui a été élu meilleur joueur du tournoi des 6 Nations aujourd'hui. Il succède à Antoine Dupont. Thomas Ramos et Antonio figurent eux parmi l'équipe type de la compétition. Alexandre. Tiens, un tout petit mot, Félix Panguero, sur ce choix du meilleur joueur du tournoi à destination. Manoncello, c'est une surprise ou pas pour toi, Philippe ? C'est pas une surprise, mais c'est très symbolique de ce nouveau visage de l'équipe d'Italie dont on parle tant quand même, parce que malgré une 5e place qui reflète pas vraiment la qualité de cette équipe, on a vu un tournoi très dense cette année. On se dit que depuis quelques années maintenant, cette génération italienne, elle est prête. On voit les moins de 20 aussi qui performent. Et honnêtement, c'est une très bonne nouvelle pour l'homogénéité de cette compétition et pour ce pays qui et pour Benetton, un joueur de Benetton qui est meilleur joueur du tournoi à destination, c'est quand même beau. Hein. Ouais, c'est très beau, mais c'est vrai que le Benetton Trévise, sans faire de bruit, s'est installé quand même dans cette compétition de l'URC. On en a parlé plusieurs fois. C'est un championnat qui est quand même dense et relevé. On verra que les équipes qui performent en URC, elles seront sans doute au rendez-vous dans cette Champions Cup aussi. Et donc, c'est assez significatif. Cette équipe du Benetton Trévise, elle rivalise avec les provinces irlandaises, sud-africaines. Et donc, il y a ce rugby italien qui est en plein essor et qui va pouvoir s'appuyer sur une dynamique sportive positive. Et le symbole de ce joueur italien meilleur joueur du tournoi, ça me paraît très fort. D'ailleurs, le Benetton Trévise qui jouera demain face au Black Lion, la franchise géorgienne. Le Benetton Trévise annoncé comme favori pour remporter de la Challenge Cup, ce qui serait absolument exceptionnel pour le club italien du Benetton. Un mot aussi, Philippe Panguero, c'est le choix de l'info forcément autour du Biarritz Olympique. La vente du Biarritz Olympique donc à trois personnes, enfin au global, c'est tout un groupe, mais représenté notamment par Flip van der Merwe, ancien joueur de Clermont, 38 sélections avec les Springboks, qui est sorti major de Cambridge quand même. Ça pose un petit peu le garçon. Sean Hegarty, qui a une longue histoire avec le rugby basque, une histoire familiale et qui a une histoire aussi très douloureuse avec Aramburu qui a malheureusement été assassiné sauvagement en plein Paris il y a maintenant quelques années. Il était là, malheureusement lui, il a assisté à cette scène-là. Voilà, il y a plein de symboles autour de ce rachat du Biarritz Olympique. Alors on connaît pas encore tout à fait les contours du projet, Philippe. Mais quelle a été ta réaction quand tu as vu cette nouvelle ? J'ai été heureux pour le club et ses supporters parce que je trouve qu'il y a une vraie histoire, tu viens de le dire, avec Sean Hegarty qui va prendre la présidence a priori du directoire, donc qui sera le vrai patron du club. J'ai l'impression aussi, j'attends les a priori ce serait Flip van der Merwe qui remplacerait Jean-Baptiste Eldiger. Au directoire et donc Sean Hegarty au conseil de surveillance. J'avais lu l'inverse. Exactement. J'ai dû confondre. Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, peu importe, parce que ils vont diriger ça à plusieurs têtes. Sean Hegarty, à n'en pas douter, va être très important dans l'écosystème pour recréer du lien entre le club et ses supporters et aussi son association, parce qu'on a vu à quel point cette tension existante entre la SASP, la section professionnelle et son association avait fait du mal à ce club. Et donc des joueurs comme ça vont permettre tout de suite de remettre de l'huile dans les rouages. C'est une très bonne nouvelle. Et puis j'attends aussi les nouvelles qui vont venir dans les jours qui arrivent, parce que des échos que j'ai au Pays Basque, le tour de table financier est très costaud. J'avais une petite inquiétude, ça, sans connaître les moyennes de ces joueurs-là, mais comme on l'a dit plusieurs fois, ça a été en effet une vente à l'euro symbolique a priori, vierge des dettes antérieures, puisque tous les ans, il faut remettre les comptes à zéro pour être éligible à être dans la compétition par la DNACG. Mais on sait que il y a souvent des dettes qui se créent en cours de saison, et on peut imaginer qu'un club comme Biarritz, avec sa masse salariale, etc., peut avoir avec des dettes de l'ordre d'1 million, 1,5 million, 2 millions d'euros peut-être, je sais pas. Mais donc il faut être capable tout de suite de les combler et de donner les garanties à la DNACG pour repartir.
Donc, il faut quand même une certaine assise financière. Et visiblement, en plus de ces joueurs qui seront les hommes de la lumière, il y a un tour de table qui paraît très sérieux. Et donc, c'est de bon augure pour recréer quelque chose de sain autour de cette équipe quand même mythique du BO. Voilà donc Sean Haggerty, président du conseil de surveillance, Flip van der Merwe, nouveau président du directoire, et Marc Baget aussi qui sera dans le trio de tête autour d'investisseurs qui ont trouvé le projet beau, comme a dit Sean Haggerty. Des investisseurs, des gens sérieux. Voilà, il n'a pas donné plus d'informations, mais effectivement, le projet du Biarritz Olympique a l'air super. Voilà, bah c'est super, ça va redonner des lettres de noblesse au rugby basque, à la Pro D2, et après on verra peut-être plus si affinité. Dans un instant sur Sud Radio, Benjamin Fall est notre invité pour parler de la Champions Cup. La Champions Cup peut-elle toujours être un objectif prioritaire pour un club de top 14? On se posera la question jusqu'à 19h30, mais avant ça, Antoine Mazet, un tout petit point score du côté de Colomiers-Agen. C'est parti depuis 15 minutes entre Colomiers et le SU Agen. 3 partout pour l'instant, une pénalité de chaque côté, deux équipes qui se neutralisent. On rappelle, match ultra important dans la course au top 6 de ce championnat de Pro D2. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby, évidemment, avec la Pro D2 ce soir, avec la Champions Cup, la Challenge Cup. C'est un week-end exceptionnel sur Sud Radio que vous allez vivre, que vous soyez de Lyon au 105.8, à Paris au 99.9, absolument partout, Nicaragua, tiens, pourquoi pas, en Namibie, en Tanzanie. Voilà, vous écoutez Sud Radio sur sudradio.fr, sur l'application, sur Twitch. On est là pour vous parler de rugby, et on va parler justement, tiens, de cette Champions Cup. On est avec Philippe Spanghero, avec Quentin Cavanis, Antoine Mazet, Clément Combe, vous au 0826 300 300. Et on va se poser une question. La Champions Cup peut-elle toujours être un objectif prioritaire pour un club de top 14? Par exemple, pour vous donner un cas concret, imaginez vous attaquez une saison et vous dites la Champions Cup, c'est le trophée que l'on vise, et ce plus que le top 14. Est-ce que c'est toujours possible en 2023-2024 d'avoir cette logique-là? Pour en parler, on accueille Benjamin Fall. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, Benjamin Fall. Tiens, petite réaction. Vous avez évolué à l'Union Bordeaux-Bègles, à l'Aviron Bayonnais aussi. Voilà, il y a une histoire c'est en train de s'éclaircir du côté du Biarritz Olympique avec l'arrivée de repreneurs. Est-ce que vous saluez le rachat donc du Biarritz Olympique avec des anciens joueurs, et peut-être pour relever un peu le rugby basque au global? Ça serait pas mal, oui. C'est vrai qu'on a hâte de retrouver ces derbies qu'on a pu vivre et jouer, et de voir l'engouement qu'il y a sur ce genre d'affiche. On a hâte que ce club revienne dans l'élite, et puis qu'on puisse avoir une belle fête de rugby. Un beau derby autre que celui entre le Stade Français et le Racing. Derby surtout bien. Exactement. Ce serait extraordinaire, évidemment, mais là, il y a encore un petit peu de chemin. Alors, la Champions Cup peut-elle toujours être un objectif prioritaire pour un club de top 14? Philippe Spanghero, cette question-là, je me la suis posée, voilà, en préparant l'émission, parce que on se rappelle du Racing 92 qui avait annoncé en début de saison la Champions Cup, on la vise. Ça fait un petit moment qu'ils l'annoncent, et ça s'est pas très très bien passé, même si bon, ils sont en 8e de finale et ils affronteront dimanche le Stade Toulousain. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au regard de cette question qui est très globale, évidemment il y a une sous-question. Est-ce que la Champions Cup est-elle toujours une grande compétition mondiale, une référence, parce que ça l'a été entre les années 2000 2015 à peu près. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours un grand objectif, Philippe? Alors, pour répondre à ta question, je pense que c'est redevenu le cas. On est aux prémices de quelque chose. Il faut s'adapter au code de cette nouvelle compétition, qui est plus une compétition uniquement européenne, avec des Sud-Africains qui sont en train de s'acclimater et qui, je pense, vont élever le niveau sportif de cette compétition. Et pour répondre à ta question, même si du côté toulousain, du staff toulousain, on le dira pas comme ça, mais j'ai quand même l'impression que les Toulousains ont coché cette compétition particulièrement cette année. Donc ça veut dire que une équipe comme le Stade Toulousain qui coche vraiment cette case-là, contrarié de l'avoir laissé échapper ces dernières saisons et d'avoir maîtrisé le top 14, ça montre que c'est redevenu une grande compétition et que ça peut être un objectif prioritaire.
Alors c'est redevenu un objectif prioritaire. Benjamin Fall, c'est vrai que on parle souvent d'une compétition qui a connu des heures extraordinaires entre 2000 et 2015. On disait souvent et très régulièrement qu'entre le top 14 et le niveau international, il y avait à l'époque cette H-Cup, cette Coupe d'Europe qui faisait un petit peu la passerelle. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'elle a toujours cette aura particulière, cette Champions Cup, Benjamin? Je suis à 200% d'accord avec Philippe et il a très bien résumé la chose. Ça redevient la compétition par excellence pour le top 6 des clubs de top 14. Ça s'était perdu et comme tu le disais, il y a eu une période très très gourmande avec gros engouement autour de cette compétition. On l'a perdu peut-être pour se refocaliser sur ce marathon de rugby qui est le top 14. Les matchs de H-Cup préparaient aussi les joueurs au niveau international à l'intensité qu'on allait pouvoir avoir pour pas avoir de surprise. Voilà, c'est vrai que les équipes comme l'Afrique du Sud qui viennent rajouter un peu de saveur à ça avec un autre rugby différent, peut-être que ça va nous aider aussi à s'inspirer de l'intensité, du niveau de jeu, de proposer des nouvelles choses comme on le voit, parce que quand même le rugby sud-africain est quand même champion du monde, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que ça faisait un peu bizarre de les voir intégrer cette compétition. Ça a perdu un peu de la saveur européenne, mais on est dans une société qui évolue en permanence et pour peut-être aussi sauver le rugby sud-africain qui souffre un peu financièrement, les réintégrer, les relancer un peu. La bascule, elle s'est passée où, Philippe Spanghero? Parce que voilà, c'est vrai que je parle de période phase entre 2000 et 2015. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour que on estime que la Champions Cup redevient une référence? Je crois qu'il s'est passé plusieurs choses. D'abord, on a eu l'impression quand même dans l'organisation qu'on essayait de stabiliser les choses. Elle a changé de formule sans arrêt. On a changé de diffuseur et malgré tout, on a perdu beaucoup en médiatisation sans faire offense à Bein, mais forcément, il touche moins de foyers et donc malgré tout, on est un sport qui avons besoin de tout d'un point de vue médiatique et donc on a perdu d'impact avec ce choix de diffuseur. Donc entre l'amateurisme de l'organisation, notamment en période Covid, au début du Covid, ça a été catastrophique d'un point de vue de l'image, plus ce manque d'impact en communication, plus des équipes qui ne la jouaient pas complètement, parce qu'on pourra y revenir, mais c'est quand même très difficile de jouer sur les deux tableaux et d'avoir une profondeur d'effectifs qui le permettent. Et donc finalement, ils sont peu à pouvoir prétendre au titre, et donc tout ça faisait que il y avait moins d'engouement et qu'elle avait moins de valeur marchande de cette compétition. Et là, je crois que clairement, quand même si on est nombreux à avoir été interrogatifs par rapport à l'arrivée des Sud-Africains, je crois que ça amène une plus-value à cette compétition. Comme le disait Benjamin, ils sont redevenus champions du monde. Ça rajoute à l'attrait. On va avoir des champions du monde dans cette compétition sur tous les terrains. Et donc, malgré tout, ça élève le niveau et il y a une homogénéité retrouvée quelque part. Parce qu'on se rend compte que la suprématie française, elle est plus tout à fait là. On verra ce qui va se passer cette année. Mais c'est plus compliqué pour les Français quand même. Ah bah ça c'est clair. Tiens, je vais donner le programme de ce week-end. Il va être exceptionnel en Champions Cup. On a Harlequins Glasgow ce soir. Demain à 13h30 les Bulls de Pretoria face à Lyon. On a Stormers de La Rochelle, évidemment ce sera sur Sud Radio à 16h. À 16h aussi Exeter Bath. À 18h30 l'Union Bordeaux-Bègles affrontera les Saracens sur Sud Radio en direct. Et puis à 21h Leinster face aux Tigers de Leicester. Et puis dimanche Northampton Munster. Et puis évidemment sur Sud Radio Toulouse Racing 92. Là on a donc si je compte bien, on a 4 clubs français engagés dans ces huitièmes de finale. Du côté donc des clubs français, on a Lyon, La Rochelle, l'Union Bordeaux-Bègles, Toulouse et le Racing, ça fait 5 du coup. On en a que 4 qui peuvent se qualifier puisque Toulouse et le Racing s'affrontent. Il y en a combien en quart de finale là, Philippe Spanghero? On prend les grands paris maintenant. On en a déjà parlé. Moi, je pense que Bordeaux va y arriver.
Toulouse, bien sûr, Toulouse ou le Racing, de toute façon, c'est un club français. Tout à fait. Il reste Lyon et La Rochelle en Afrique du Sud. L'un à Pretoria, l'autre au Cap. Ouais, Lyon, c'est compliqué parce que à la fois ça peut être la compétition qui les relance complètement et qui leur redonne confiance et qui recrée une dynamique pour cette fin de saison où ils vont quand même être à la bagarre pour cette 13e place jusqu'au bout en championnat. Et après, le vrai point d'interrogation pour moi, c'est La Rochelle. La capacité de La Rochelle à vraiment élever son niveau de jeu et à se rassurer un peu sur les fondamentaux, parce que quand on a analysé un peu cette équipe ces dernières semaines, elle nous inquiétait un peu par son manque de régularité en conquête, sa difficulté à avoir un projet de jeu clair par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière. Donc, je dirais 3, mais peut-être 2. T'es pas certain pour Lyon et pour La Rochelle, si je t'ai bien suivi. Non. Benjamin Fall. Benjamin, il y a combien de clubs français en quart de finale? Moi, je mise un 3 sur 5. Ok, qui Rochelle, passe? Je pense qu'ils La Rochelle. ils ont largement les capacités de passer, même si voilà le voyage un peu long, tout ça, ils ont ça dans le sang. Ces matchs à intensité, à enjeu, ils y ont goûté 2 années d'affilée. Ils vont vouloir essayer de faire un triplé historique que personne n'a jamais vu. Ils ont la capacité d'avoir des joueurs qui arrivent à se transcender sur ce genre de match où il y a quand même de gros enjeux. Sur le match de Toulouse Racing, bon, forcément il y aura un club français, mais je pense que, comme disait Philippe, Toulouse a coché cette case et ils vont vouloir la jouer à 200% pour remettre un peu l'église au centre du village, quoi. Ça leur est passé sous le nez à des moments cruciaux. Lyon, j'ai un peu plus au vu des prestations qu'ils fournissent depuis le début de l'année, même s'ils ressortent de matchs plutôt bien aboutis, mais c'est toujours poussif. Ils ont du mal à trouver leur repère depuis la prise de fonction de Gisèle Balcher, mais c'est encourageant. Ils peuvent se prouver quelque chose là-bas, mais à mon avis, seront neutres. Donc un 3 sur 5 pour ce week-end. Donc La Rochelle, Bordeaux et puis Toulouse ou le Racing 92, si je t'ai bien suivi. Merci beaucoup Benjamin. Et Toulouse. Et le choix c'est Toulouse. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Tiens, une petite actualité prochaine pour toi Benjamin? Prochainement? Écoutez, actualité dans un petit moment, le 10 août, le marathon de Paris, le marathon pour tous. Tu vises la gagne, il paraît. Voilà, la petite update. Je pense que Johan sort de la partie. J'essaie de le motiver pour qu'il vienne, mais je pense qu'il va s'échapper. Je sais pas pourquoi. Ah oui, je suis quasi sûr. Si tu lui dis qu'il a, dis-lui que y aura un dossard Prada, il va venir en courant, tu vois. Oh là. Merci Benjamin d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et dans un instant, la Pro D2. Allez, tout de suite sur Sud Radio pour attaquer avec vivacité cette 25e journée de Pro D2 sur Sud Radio.